C'est ici, au siège de la Bibliothèque centrale de l'Université du Caire, que se tient une conférence sur le tourisme vert, un autre genre de tourisme. Et c'était pour nous une occasion propice pour parler d'un genre aussi extravagant de tourisme, le tourisme nucléaire. C'est une occasion de traiter une nouvelle ou d'aborder une nouvelle idéologie concernant les centrales nucléaires qui ne sont pas du tout nocives, les centrales nucléaires qui peuvent être construites au bon milieu de la société urbaine, et de parler aussi d'utilisation paisible du côté nucléaire. Donc c'était une nouvelle idéologie, une nouvelle perspective. Et nous avons beaucoup à dire avec notre invité, Dr Hoda Abouchadi, professeur associé de physique nucléaire à l'Université du Caire. Docteur Hoda Abouchadi, bonjour. Docteur Hoda Abouchadi, vous êtes professeur associé de physique nucléaire et aussi vous êtes la fondatrice et directrice du centre d'application et de recherche nucléaire paisible. Donc c'est un long titre, j'ai dû le lire. On aimerait tout d'abord jeter la lumière sur les débuts. Comment se fait-il que vous avez choisi cette spécialité et qu'est-ce que c'est la physique nucléaire? Okay. Je viens d'une famille, la plupart de mes parents sont des chercheurs et sont des scientifiques. Et quand j'étais petite, j'ai entendu mon père parler de la physique nucléaire. J'étais peut-être en 4e ou 5e et là j'ai décidé d'être une professeure de physique nucléaire après que j'ai vu un film sur le pouvoir de la physique nucléaire. Après tant d'années dans l'école, au lycée français, les professeurs me soutenaient à un instant parce que j'étais très douée aussi en dessin, mais mon professeur de maths français m'a soutenue pour continuer mes études en physique. Et là, à l'université, j'ai trouvé que mon sujet le plus favori, le plus agréable, c'était comme un chocolat. C'était la physique et la physique nucléaire. Et c'était l'épreuve. Dans 4 années, j'étais la première de la faculté pour 4 années. Ensuite, j'ai suivi mes recherches, j'ai terminé mon travail, mais c'était tous en théorie de physique nucléaire. Mais après 20 ans de travail en physique nucléaire théorique, j'ai voulu changer de sujet. C'était plus agréable comme avant, c'était un chocolat, mais on veut aussi goûter d'autres gâteaux. Alors, je me suis aperçue que notre système d'éducation a besoin d'autres applications et que aussi les applications nucléaires, ça existe dans la médecine et ça existe aussi dans les laboratoires de diagnostic et de thérapie et chez les dentistes et aussi dans les usines où il y a des applications qui nécessitent des applications nucléaires. Et j'ai dit, puisque tout le monde, quand on entend de Tchernobyl et on entend de Fukushima, tout le monde croit que la physique nucléaire c'est quelque chose de dangereux et des bombes et des détonations et des choses nuisibles. Alors j'ai pensé à paisible, parce que là on peut donner du confort au public et aux chercheurs que ce n'est pas une mauvaise application et ça peut servir à la société. Ce qui est vraiment rigolo, que l'abréviation de notre centre, c'est NSPA, ou ce qui ressemble à un nuclear spa, et comme ça, c'est vraiment aussi double rigolo. Docteur Hoda Abouchadi, les gens en général ont peur de tout ce qui est nucléaire. Et vous adoptez un autre principe, vous prêchez la notion ou la prise de conscience du fait que le nucléaire ou les centrales nucléaires ne sont pas dangereuses et on pourrait bien les construire au milieu des sociétés urbaines. Donc, pourquoi est-ce que les gens ont peur du nucléaire? Je pense notre meilleur exemple est la France. La France, 80% de l'électricité qui vient en France vient des nuclear power plants, des stations nucléaires. Et la France, personne n'a quitté la France, où les touristes n'ont jamais cessé d'aller en France et tout le monde achète
les produits de lait français. Et alors, puisque la France a réussi à avoir des centrales nucléaires et au milieu des populations, pourquoi pas, on peut le faire. Si on n'a pas les experts nécessaires pour ça, on peut avoir des experts internationaux qui vont nous aider. Et lorsqu'on a les premiers pas dans notre chemin, on peut continuer. Le problème, c'est comme les djinns et les monstres. On a simplement les gens qui sont vraiment ignorants de ce qu'ils ne voient pas, peuvent avoir peur des monstres et des djinns. Et lorsqu'on connaît que nous sommes forts et on peut résister les monstres, que ça existe simplement que dans les livres et ils ne vont pas nous attaquer, on peut résister à cette peur inexplicable. Vous êtes la fondatrice du Centre d'application nucléaire paisible. Qu'est-ce qui est paisible dans le nucléaire? Je vais vous dire quelque chose. Il y a une blague que les scientifiques disent being dense is a virtue, c'est-à-dire être plus dense, avoir plus de densité, c'est avoir plus de vertu. Alors, ce qui arrive que l'uranium, la matière fondatrice qu'on utilise dans les stations nucléaires, un gramme d'uranium produit 16 000 fois l'électricité d'un gramme de carbone, ce qui existe dans le charbon. Alors que les stations nucléaires ne produisent pas de acid rain, de la pluie acidique, ni et leur surplus peuvent être utilisés dans des autres stations nucléaires, d'autres formes, alors que le charbon, ça peut créer de poussière, de acid rain, etc. Alors les stations nucléaires, on peut avoir ces applications plus compactes, moins nuisibles, la matière d'uranium est abondante dans la nature et ça ne coûte pas cher. Et les stations d'électricité nucléaire peuvent vivre pendant 50 années. Et alors, lorsqu'on paye moins d'argent, c'est bien. Ça existe aussi dans d'autres les applications nucléaires des stations, ça existe aussi dans les industries. Les nuclear chips, les chips de computer, le doping qui arrive, c'est dans des stations nucléaires. Il y a aussi les produits pharmaceutiques de traitement de cancer, on peut les avoir dans des stations de nuclear power productions. Et aussi, il y a d'autres industries comme colorer les diamants. Maintenant, on ne trouvait jamais des diamants pendant le temps de nos mères, des diamants chocolat, des diamants roses, des diamants. Et des topazes d'autres couleurs, ça existe dans les stations nucléaires. On bombarde les bijoux, pas l'or bien sûr, mais les pierres précieuses là-bas et par changer les propriétés physiques, on a des diamants en couleur. Et ça, on ne le connaît pas. C'est une application nucléaire. Comment se fait-il, qu'est-ce qui a fait que les gens ont mal compris, si vous voulez, je parle des gens qui ne sont pas des spécialistes, ont mal compris la présence des centrales nucléaires? Et d'où vient ce malentendu? Ils ont raison, mais parce qu'ils ne sont pas spécialistes. Je vous raconte un grand désastre qui a tué tant de personnes, c'était le Nagasaki et Hiroshima. Ils ont utilisé le B-reactor, ce qu'on appelle le bad reactor aux États-Unis. Ils voulaient savoir qu'est-ce que la physique nucléaire va les apporter. Ils ont bombardé un peuple qui a déjà été soumis. Ils ont tué pas mal de personnes, mais les stations nucléaires, ce ne sont pas des bombes nucléaires. Alors, il existe un mauvais exemple de mauvaise application. Alors, les gens ont peur d'un désastre, des gens nombreux qui vont être irradiés par des radiations nucléaires.
Deuxième problème, la technologie russe qui existait en Ukraine et qui n'a pas été changée. Et c'était des bâtiments construits pendant les années 50 et 60 et la détonation du réacteur de Tchernobyl. Et là, il y avait tant de personnes qui ont été tuées et irradiées et des désastres qui sont arrivés en Ukraine. Là, c'était aussi un désastre, mais là, c'était à cause d'une mauvaise technologie. Et l'accident de Fukushima au Là, Japon, comment c'est la même explication de Tchernobyl. C'était une station construite en 1968 et cette station devait être décommissionnée dans 40 ans. Alors, c'était le temps d'être décommissionnée, ce qui est arrivé que lorsqu'ils ont construit ça, c'était des stations de première génération nucléaire. Il n'y avait pas de plafond où on met les stations nucléaires. Et c'était une technologie obsolète, comme on dit en anglais. Alors, ce qui s'est passé, que ces gens n'étaient pas au courant qu'il peut y avoir un tsunami avec des longueurs d'onde qui dépassent les 10 mètres. Ils ont calculé pour 7 mètres. Ce qui s'est passé, c'est que l'eau a inondé le système de chauffage. Pas de chauffage, le système de refroidissement dans le réacteur. L'électricité est tombée en panne. Il n'y avait plus de refroidissement. Le système a éclaté. C'était une technologie, une faute de technologie ancienne. Maintenant, on met les réacteurs dans des bâtiments et lorsqu'il y a des irradiations, des explosions, c'est déjà comprimé à l'intérieur d'un bâtiment construit pour ne pas dépasser, pour que les radiations ne dépassent pas leur place. Comment évaluez-vous la technologie nucléaire en Égypte? On n'a pas de technologie nucléaire, on va importer notre station nucléaire ou des États-Unis ou de la France. Et c'est normal, les Coréens, ils ont fait la même chose. Ils ont importé ils ont 12 stations nucléaires. Ils ont importé les 3 premiers complètement des États-Unis. Les 3 après, ils ont assisté dans la construction. Les 3 après, ils ont assisté dans la technologie. Et les 3 derniers, les 11, 12 et 10, 11, 12, ils ont participé dans le design, dans la construction et dans tout, et c'était leur modèle. Nous avons une centrale à Daba, n'est-ce pas? Le central de Daba doit être construit parce que l'Égypte a besoin d'une électricité. On a construit le haut barrage lorsque nous étions 20 millions. Maintenant, nous sommes 88 millions. On a besoin, avec l'avancement de la civilisation et de l'augmentation de la population égyptienne, et si on veut participer dans l'avancement du monde arabe ou africain, on a besoin d'avoir de l'électricité parce que l'électricité, ce sont des hôpitaux, des grandes librairies, des universités, des écoles. On a besoin de l'électricité et des usines. Si on n'a pas d'électricité, on ne va pas avancer parce que c'est une nécessité. Non, mais comment se fait-il que nous n'avons pas notre propre technologie nucléaire? Nous avions des scientifiques depuis de longues années, comme Yahya al-Machad par exemple. Nous avons toujours des professeurs dans ce domaine. Comment se fait-il que nous n'avons pas une technologie qui nous est propre à nous en Égypte? Yahya al-Machad, il a des élèves toujours à l'agence égyptienne atomique et Yahya al-Machad, il a été très bien reçu en Irak. Il a construit leur système. Mais il y a aussi des professeurs égyptiens qui sont hors de l'Égypte, mais qui sont plus en contact de la technologie nouvelle et qui peuvent rentrer en Égypte et aider pour construire nos réacteurs nucléaires avec l'aide aussi d'autres pays internationaux comme la France et l'Amérique qui ont vraiment d'expérience. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce qu'on n'a pas le pouvoir politique de convaincre le peuple, c'est ce qu'on dit la sociologie. Maintenant, on n'a pas fait un bon marketing à notre société, qu'on a besoin d'électricité pour vivre mieux et que ça ne va pas les nuire. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, mon cours, c'est aux États-Unis et en France et en Suède et aussi en Corée et au Brésil, il y a ce qu'on appelle
le touriste nucléaire. Et ça existe, ce n'est pas une blague, je ne rigole pas, il y a un scientifique nucléaire, et il y a aussi un touriste nucléaire, et il y a des sciences pour améliorer la société et aussi pour battre l'ignorance. Non, mais c'est quoi le touriste nucléaire? Ce sont les gens qui sont intéressés par la science nucléaire. Ce sont des enfants, des jeunes hommes, des scientifiques qui vont aux stations nucléaires pour apprendre comment ces stations fonctionnent et comment, si on a des attaques militaires sur les stations nucléaires, qu'est-ce qu'on va faire, comment les explosifs nucléaires fonctionnent, qu'est-ce que on prétend si on a une guerre nucléaire, qu'est-ce que les gens vont porter sur leur visage. C'est une simulation de science comme le Star Trek. Et ça existe. Je suis sûre qu'un jour, nos idées, ce qu'on va avoir du tourisme dans d'autres planètes, ça ira. Et ça sera aussi à travers un petit réacteur nucléaire qui va avancer les gens parce qu'on ne trouvera jamais un fuel qui va nous emmener dans des planètes, sauf les petites stations nucléaires. Et ça, ils sont en train de l'accomplir. Ça, la science de l'avenir, c'est vrai, on va être des touristes dans les planètes. C'est vrai qu'il y aura des gens qui vont lire les cerveaux des gens. Et c'est tout près, on aura des robots qui vont travailler dans nos maisons. Docteur Houda Abouchadi, dans quelle mesure vous estimez que votre centre, le centre que vous avez fondé d'application nucléaire paisible, contribue dans l'avancée et le progrès de cette science? J'ai des élèves de biophysique, de radiologie, j'ai des élèves de physique nucléaire, j'ai des élèves de nuclear engineering. Et j'ai des élèves aussi de nuclear medicine. Ce sont des élèves qui vont apprendre à leurs collègues et à la culture qui leur entoure comment c'est la radioprotection et que aussi la médecine contribue à 14% des dangers de radiation nucléaire, pas les stations. Les stations nucléaires, ça contribue à 1%, au moins de 1%. Mais la médecine contribue à 14% de la radiation qui existe dans notre planète. Le PET scan, le Nuclear Magnetic Resonance, le diagnostic, la radiologie des dents, la radiologie des os, c'est de la physique nucléaire. Ce sont des physiciens qui ont inventé ces machines et ces machines aussi produisent de la radiation dangereuse si on ne fait pas attention. Et pourquoi est-ce que la centrale de Daba a été arrêtée, son fonctionnement a été arrêté pour plusieurs années? Parce qu'on n'a pas le pouvoir, encore le pouvoir politique de dire on va construire. Je ne suis pas avec Nasser, mais il a pris la décision seul de construire le haut barrage lorsque tout le monde a dit que ça va ruiner l'Égypte et qu'on n'a pas le pouvoir de construire ça. Mais il a pris deux décisions qui ont changé la façade de l'Égypte et l'avenir de l'Égypte. Le haut barrage, et on l'a construit, ils disaient que c'était un rêve, on l'a construit. Il a nationalisé le Suez Canal et c'était une nécessité, on devait avoir l'argent pour vivre et pour être indépendant. Si on construit les stations nucléaires, on aura l'électricité, on peut aussi donner ça aux voisins.
en échange de l'eau qui peuvent être empêchées. Et là, le haut barrage n'aura pas d'effet lorsque les Éthiopiens et les Soudanais construisent des barrages sur l'eau du Nil. On n'aura pas la même quantité pour fonctionner le haut barrage. Et avec 88 millions, ça c'est comme étouffer l'Égypte. Alors on a besoin d'être l'Égypte encore une fois par construire des stations nucléaires. On aura un surplus d'électricité pour donner aux voisins. Et ça, c'est une bonne relation diplomatique et commerciale pour avoir la main haute dans notre échange diplomatique. Dans quelle mesure la femme travaille dans ce domaine nucléaire en Égypte? Il y a pas mal de femmes comme moi. Dans notre département, il y a 2 femmes théoriciennes, mais je suis peut-être la seule qui a fait des guerres pour construire un centre indépendant de la faculté. Et il y a dans l'agence égyptienne atomique beaucoup de femmes, vraiment beaucoup de femmes. Docteur Hoda Abouchadi, mettons de côté pour quelques instants le côté scientifique. Dans quelle mesure pensez-vous que la femme est présente dans la vie politique d'aujourd'hui, un an après la Révolution? Très dégradée, je suis contre ce qui se passe et ça ne me plaît pas du tout. On doit être présente et des femmes scientifiques dans aussi... il y a des gens très comme il faut qui devaient exister pas par leur affiliation politique, qui devaient exister dans la construction de notre... Est-ce que vous pensez que la femme égyptienne figurait plus ou était plus présente dans la vie politique en Égypte avant la Révolution? Oui, je crois. Oui, je ne suis pas contre la révolution, mais ce que je vois, pourtant j'ai voté aux islamistes dans les élections, mais maintenant je ne vois pas que ma vote a été bien prise et je suis très mécontente de ce qui se passe parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans le Parlement et dans le Sénat égyptien. Et ça, c'est vraiment... Et vous, en tant qu'une scientifique, en votant pour les islamistes, et qu'est-ce que vous attendiez des islamistes quand vous avez voté pour eux? J'attendais qu'un président scientifique comme celui du président de l'Inde, Abdelkalem, celui qui a construit le système de réacteurs nucléaires en Inde et qui a été apprécié comme... c'est vrai qu'on a dans le Senate House, on a Katatni qui est un scientifique et aussi dans Majlis al-Shura, il y a un scientifique aussi, un pharmaciste. Mais j'aimerais avoir un président comme Aboul Foutour, parce que celui-là, il a bien travaillé pour les Palestiniens, il a fait pas mal de travail et il est aussi indépendant des gens. Il n'est pas le genre de scientifique qu'on peut les influencer. Donc votre vote était a priori centré sur le côté scientifique et puisque parmi ce groupe d'islamistes il y avait les scientifiques, donc votre vote était plus pour le côté scientifique et pas pour le côté islamiste ou le côté politique. On ne va pas avancer sans des gens sincères qui aiment leur pays et sans des scientifiques. La science, c'est l'avenir et manger, c'est de la science, parler, c'est de la science, être au télé, c'est de la science. Et aussi vivre, c'est de la science. Si on n'a pas ça, c'est la vie, et la vie c'est basé sur c'est ce qu'on appelle, c'est sur 4 choses. Knowledge, la connaissance, oui, le savoir, la justice et la science. Et aussi l'égalité. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste vis-à-vis du progrès scientifique, notamment dans le domaine nucléaire en Égypte, et vis-à-vis d'une meilleure prise de conscience de la réalité des utilités nucléaires? Non, on a une très mauvaise conscience à propos de ça parce que les gens ne résistent pas.
on ne résiste pas, on dit ça et on ne peut pas laisser des gens ignorants pousser une peuple de 88 millions d'Égyptiens. Il faut que les scientifiques soient en avance. On ne peut pas, deux aveugles ne peuvent pas mener beaucoup de gens. Il faut avoir une vision et il faut aussi être conscient de ce qui va nous arriver si on n'avance pas. En fin de compte, vous êtes optimiste ou pessimiste? Je suis toujours optimiste, je n'aime pas le pessimisme, mais j'aimerais voir des changements dans notre système politique parce que c'est celui-là qui va avancer la science et tout. Docteur Hoda Abouchadi, je vous remercie. Et moi aussi.